Bonsoir, messieurs. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Monsieur Asatiani, je vais vous demander de vous présenter, de présenter les personnes qui vous accompagnent. Vous allez disposer d'un temps maximum de 10 minutes pour faire votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les membres de la commission. Donc, la parole est à vous. Je vous ai désigné parce que vous êtes le président-directeur général. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je suis Pascal Asatiani, comme vous le disiez, directeur général des éditions du Boréal depuis 1989. Auparavant, j'ai été libraire pendant 6 ans et j'ai fondé en 1974 la maison de distribution d'Immédiat dont je suis toujours le président. J'ai également fait un passage entre 85 et 87 à la direction commerciale des éditions du Seuil à Paris et j'ai assumé la présidence de l'Association nationale des éditeurs de livres entre 1998 et l'an 2000. Je suis accompagné de Jacques Godbout, cinéaste, écrivain et président de notre conseil d'administration depuis plus de 20 ans, ainsi que de Dany Laferrière, écrivain et globe-trotter, dont les livres ont reçu de nombreux prix, tant au Canada qu'à l'étranger. Notre maison existe depuis 50 ans et publie environ 60 livres par année en littérature générale. Notre catalogue comporte plus de 2000 titres et nous avons l'honneur d'y compter un grand nombre d'écrivains qui marquent la littérature québécoise et canadienne. D'entrée de jeu, nous désirons vous dire que nous appuyons ce projet de réglementation car s'il n'est pas adopté rapidement, la première victime en sera la littérature et plus précisément la littérature québécoise. Au Boréal, nous publions des ouvrages d'idées, des romans, des essais pour lesquels il n'existe aucun marché préétabli. Un livre scolaire, un livre pratique correspondent à des besoins identifiables. Mais nos livres, personne ne les attend a priori. Ce n'est qu'après avoir été lus qu'ils s'imposent comme symbolisant les rêves ou l'imaginaire d'un peuple. Prenons l'exemple de Gaëtan Soucy. Celui-ci a publié 2 premiers romans qui, malgré un accueil critique favorable, se sont peu vendus. Quelques centaines d'exemplaires au plus et un déficit financier évident. La simple logique économique aurait été d'arrêter. Mais nous avons continué à accompagner son travail et publié La petite fille qui met trop les allumettes. Nous avons communiqué notre enthousiasme aux libraires qui ont lu le livre et ont convaincu leurs clients de le lire. Il est devenu un best-seller, ce qui a entraîné son achat par les grandes surfaces. Et ensuite, ce livre a reçu un accueil extraordinaire en France, a été traduit dans 26 langues, mis en vente dans plus de 40 pays, ont suivi des adaptations théâtrales et un projet cinématographique. L'auteur a été invité dans le monde entier et la littérature québécoise y a gagné des lettres de noblesse. Ce phénomène n'est pas unique puisque des auteurs comme Kim Thuy, Nicolas Dickner, Samuel Archibald, publiés chez des confrères, ou Dany Laferrière et Gilles Courtemanche, symbolisent un Québec littéraire dynamique dans le monde entier. Je peux vous garantir que sans un bon réseau de librairies, nous n'aurions pas pu faire connaître ces auteurs. À l'époque de Soucy, 275 détaillants avaient reçu son livre simultanément. Aujourd'hui, notre mise en vente ne se fait plus que sur un réseau de 220 détaillants et si demain celui-ci diminue encore, nous n'aurons plus assez de relais ou de médiateurs pour faire connaître un auteur. Sans une mise en vente dynamique, un livre n'existe pas. La disponibilité d'un titre en vitrine dans un catalogue ou sur un site Internet ne suffit pas. Il faut quelqu'un pour communiquer le désir de le lire. Sans ces libraires conseillers qui jouent souvent un rôle culturel, les nouveautés littéraires ne seront pas soutenues. Les tirages baisseront, avec pour conséquence une augmentation du prix. Déjà, notre tirage moyen au Boréal est passé en 10 ans de plus de 2000 exemplaires à moins de 1500. Pour un éditeur comme nous, l'équilibre est précaire. Sur 10 livres publiés, nous sommes déficitaires sur 7, nous couvrons les frais sur 2 et le 10e permet d'équilibrer le tout. Mais le 10e est souvent le livre d'un auteur qui a été déficitaire dans ses livres précédents. Et c'est le libraire qui a soutenu ces titres-là. Soulignons également qu'aucun succès littéraire n'est ni prévisible ni reproductible. La logique économique n'est donc pas évidente dans le domaine du livre, et quand j'entends les apôtres du libre marché affirmer que la compétition sur le prix des livres est une bonne chose pour le consommateur lecteur, je peux vous dire, de ce que j'ai vu dans le monde, que c'est une contre-vérité avérée. Les études internationales ont prouvé que sous un régime de prix réglementé, le prix moyen du livre augmente moins que l'indice des prix à la consommation.
en libre marché, la baisse des tirages et les demandes de surremise de la part des gros détaillants provoquent une hausse de prix. Les éditeurs d'ici, qui doivent amortir leur tirage sur le seul territoire québécois, ne pourront jamais concurrencer les conditions accordées par les éditeurs étrangers qui ont déjà rentabilisé leurs livres avant de les vendre au Québec. Ils se verront donc peu à peu exclus du marché, puis viendra le tarissement de l'offre éditoriale nationale. Il suffit de regarder au Canada anglais où la catastrophe est totale. Les librairies indépendantes ont disparu, détruites par la compétition sauvage d'Indigo Chapters. Cette chaîne a réussi, grâce à un rapport de force disproportionné, à obtenir de fortes remises des éditeurs qui lui ont permis de mener une guerre de prix. Aujourd'hui, ils représentent 65% du marché, mais le plus triste, c'est qu'ils sont en mauvaise posture financière et perdent constamment de l'argent. 15 millions de dollars au dernier trimestre. Comme dans le jeu de Pac-Man, elle est en train de se faire manger par la grande distribution et Amazon. La même situation prévaut aux USA, où Borders a fermé et Barnes & Noble est en déficit de 87 millions de dollars au dernier trimestre, ainsi qu'en Angleterre, où les chaînes font faillite après avoir tué les libraires. La première conséquence est que l'édition canadienne a été décapitée à tel point que le Premier ministre du Canada publie ces jours-ci son livre chez un éditeur américain. Il reste un seul éditeur indépendant national et quelques petits éditeurs régionaux. Je dois vous avouer que pour faire traduire nos auteurs au Canada anglais, cela ne facilite pas les choses. Au Québec, la loi 51 a permis de structurer une chaîne de diffusion du livre qui va de l'auteur au lecteur et de construire un réseau de librairies unique en Amérique du Nord. C'est en bonne partie grâce à cette structure que la littérature québécoise s'est développée depuis quelques décennies. Aujourd'hui, ce réseau de librairies s'effrite face aux guerres de prix de Walmart, Costco, etc. Une réglementation des prix stabiliserait la situation. On dit souvent que les grandes surfaces ne représentent que 11% des ventes de livres. C'est tout de même 70 millions de dollars et près de 3 millions de livres, dont principalement des nouveautés, des livres faciles à vendre, donc rentables. Si la librairie ne récupérait ne serait-ce qu'une partie de ces ventes, cela améliorerait grandement leur situation. Ceci me semble possible, puisqu'avec un prix presque identique pour chaque nouveauté sur l'ensemble du territoire, les achats spontanés dans les librairies du quartier pourraient se développer. On a beaucoup parlé ici de l'accessibilité aux livres pour les moins fortunés. Puis-je rappeler que plus on a de librairies et de lieux de vente, plus le livre est accessible. Pour les moins fortunés, il y a des milliers de livres de poche, qu'on ne trouve d'ailleurs pas dans les grandes surfaces, ainsi que des livres gratuits dans les bibliothèques. Avec un prix réglementé, il est exact que certaines nouveautés seraient un peu plus chères dans les grandes surfaces, 11% du marché, mais ils resteraient moins élevés à long terme sur tous les livres pour tous les lecteurs. Dans le domaine de la culture, les monopoles réduisent la diversité et pénalisent la production de l'œuvre culturelle nationale. C'est pour ça que les accords internationaux ont accepté le principe d'exception culturelle. Si, ici, nous n'avons plus de réseau diversifié pour accueillir et promouvoir nos romans et nos essais, qui les publiera et les fera circuler? Le Québec ne vivra alors que dans l'imaginaire des autres et souffrira d'un gros déficit culturel. Pour une rare fois, le milieu du livre, qui a plutôt tendance à s'entre-déchirer, est quasiment unanime à réclamer cette mesure, qui favorise la lecture. Il y a bien une chaîne de librairies qui, pour des raisons qui lui sont propres, s'oppose à cette mesure, mais rappelons que lorsque la loi Langue a été adoptée en France, la FNAC, principal réseau de librairies, s'y opposait farouchement. Le gouvernement a fait preuve de volonté politique et a adopté la loi du prix unique sur le livre. Depuis la FNAC, on a souvent vanté publiquement les effets positifs. Le Québec a cru bon, pour des raisons économiques et de santé publique, d'imposer un prix plancher sur l'essence, le lait ou la bière. Nous vous demandons de faire la même chose pour le livre. C'est un choix de société pour préserver notre identité culturelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons débuter les échanges. Monsieur le député de Bonaventure, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, messieurs. Très bel exposé. Merci beaucoup. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer que les achats spontanés seront stimulés par la réglementation du prix du livre? Parce que le produit culturel est souvent un achat spontané. On promène,
On rentre dans une librairie, on rentre chez un disquaire, on rentre chez Costco et on trouve quelque chose qui nous intéresse. Nous, on a beaucoup de témoignages de libraires qui nous disent telle personne est rentrée et elle a dit, elle a regardé tel livre et elle a dit je vais aller l'acheter chez Costco parce que c'est moins cher. Donc on peut penser que s'il n'y avait pas eu cette différence de prix, l'achat se serait fait en librairie plutôt que chez Costco. Je veux dire, c'est la nature humaine disons, de la consommation culturelle. OK. Puis est-ce qu'il y aurait d'autres solutions que la réglementation du prix pour consolider le réseau des librairies, selon vous? Ça fait quand même 30-40 ans qu'on est dans le milieu. On n'en a pas trouvé internationalement. Je pense que c'est prouvé que les prix réglementés donnent des résultats positifs. Je veux dire, il y a plus de librairies par habitant en France, en Allemagne, qu'il y en a en Angleterre ou aux États-Unis ou au Canada anglais. Maintenant, je veux dire, la réglementation du prix ne réglera pas, évidemment, pas tous les problèmes. Le monde du livre est en changement technologique, il est en changement culturel, mais je pense que ça stabiliserait les choses et ça donnerait le temps à des mesures. La grande faiblesse, c'est la lecture. Donc la lecture, où elle se développe à l'école, l'éducation, elle se développe dans la famille, elle se développe par des campagnes contre l'analphabétisation. Et je pense que le temps que ces généreuses activités donnent des résultats, au moins la librairie serait encore là quand les résultats arriveraient. Parce qu'autrement, je peux vous dire, nous qui fréquentons les librairies régulièrement, elle est exsangue. Elle est exsangue. Il y a beaucoup de libraires qui commencent à être âgés, qui n'en peuvent plus. Il n'y aura pas de relève. Et ça va aller assez vite maintenant. C'est pas juste un comptoir de vente non plus, une librairie. C'est pas juste un endroit où le livre se trouve comme par hasard. Et comme je l'ai vu à Costco, j'ai jamais vu un livre surveillé, protégé. Si on veut des informations à propos de tel livre, on ne trouve personne pour le demander. Vous savez, les libraires, il leur faut des aptitudes même de médecins, de devins. Il y a des gens qui leur demandent, j'ai ma belle-sœur qui voudrait lire un livre, elle aime beaucoup le couleur rose. Est-ce que quelqu'un qui aime le rose, quel genre de livre vous pensez qu'elle voudrait lire? Et donc c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. La librairie fait partie du goût de lire, du désir de lire. Il y a le nombre de librairies qu'on trouve dans les romans et montre comment la librairie est entrée dans l'imaginaire même. Et vous savez, entrer dans une librairie, voir quelqu'un au fond et qui nous attend, on dirait, qui semble aimer les livres beaucoup plus que nous qui voulons les acheter. Et des fois, c'est important et ça tient. Par rapport à la question de la spontanéité, et c'est tout à fait vrai. Il y a deux types de lecteurs. Il y a des lecteurs qui savent ce qu'ils viennent acheter. Souvent, c'est pour faire un cadeau. Mais le vrai lecteur, et d'abord, il n'achète pas du premier coup. Il entre dans la librairie, il feuillette, il voit, il n'a pas beaucoup d'argent, il regarde et puis finalement il revient, et un troisième coup, et finalement il prend le livre qu'il désire depuis si longtemps. C'est une promenade et l'endroit doit être plaisant, il doit vouloir y retourner. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger dans le désir. Le désir est quelque chose d'extrêmement important. Tout à l'heure, il parlait du fait que c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Ça tient à la couverture des fois, au titre, au libraire, à l'ambiance qui existe pour acheter un livre. C'est étonnant, vous avez... J'ouvrais le Globe and Mail hier matin et je vois une publicité pour Indigo. Indigo, qui est la grande librairie. Bon, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent finalement des bougies. Ils vendent des coussins. Ils vendent toutes sortes de trucs parce qu'ils en sont rendus là. Or, on ne va pas dans une librairie pour ça. On va dans une librairie pour trouver de la littérature. Et ceux qui se demandent comment il se fait que les livres électroniques se vendent plus ou moins,
Je pense que ça dépend du public. Moi, mon hypothèse, c'est que ceux qui aiment la littérature vont continuer à lire des livres papier, et ceux qui aiment les romans policiers vont lire des romans policiers sur des tablettes. Il y aura comme une spécialité, si vous voulez. Alors, je crois qu'il faut pas oublier que les libraires sont des conseillers sans lesquels beaucoup d'écrivains n'auraient jamais percé, et que ces conseillers-là, il faut qu'ils vivent même si c'est difficile. Et curieusement, c'est eux qui demandent un prix suggéré à court terme. Hein, c'est quoi, 9 mois? 9 mois. Bon, c'est un prix suggéré sur 9 mois. Après ça, les gens font bien ce qu'ils veulent. Entre vous et moi, c'est pas demander beaucoup. Et si ça menace Costco, eh bien, on a un problème. D'autant plus qu'un livre, je ne sais pas, hein, je parle vraiment spontanément, je ne sais pas, mais je crois qu'un livre, disons au Québec, ne dure pas longtemps en avant des librairies sur les grandes tablettes. Et je ne sais pas moi, 6 semaines, c'est déjà beaucoup. Et le livre couché se fait désirer, mais dès qu'il se met debout en arrière, il est mort. Il est mort, on ne le voit plus. Un livre debout, c'est un livre dans une bibliothèque. Et pour se faire voir, il faut qu'il soit sur les tablettes en avant. Il dure 9 mois. Je n'ai jamais vu un livre rester aussi longtemps s'il ne se vend pas en avant. Je trouve que je leur conseille de ne pas demander autant. 9 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Merci. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe, oui. Merci. Bonsoir, messieurs. Ça fait plaisir. Moi, je vais adresser ma question à M. Laferrière. Comment pourriez-vous nous décrire le meilleur des mondes pour le milieu du livre et de ses intervenants? Bon, il y a deux extrêmes dans le milieu du livre dont on parle très rarement. Et là, on est pour parler à la dernière station, la librairie. Il y a l'écrivain. S'il n'y a pas de livre, s'il y a personne qui écrit, et il faut qu'il y ait ça ait un sens, cette idée d'écrivain, pour qu'il ne soit pas uniquement des livres fabriqués et demandés, exigés. Et il faut que cet écrivain-là ait l'impression que ce livre qu'il est en train de rêver a une chance de circuler. Parce que, vous savez, quand on prend un écrivain comme Kafka, il est laid, il est désespéré, ses livres sont désespérants. Sans les libraires, Kafka ne viendrait pas jusqu'à nous. Et il y a des librairies, des grandes surfaces qui veulent des écrivains plus souriants, plus aimables, et plus vendables. Il a fallu des traducteurs, il a fallu des libraires, il a fallu des critiques, il a fallu des gens qui pendant des décennies ont défendu Kafka qui ne vendait rien. Jusqu'aux nourritures terrestres, et des éditeurs aussi, jusqu'aux nourritures terrestres. André Gide n'a jamais vendu plus de 3000 exemplaires, toute son œuvre comprise. Il a fallu les nourritures terrestres. Donc quelqu'un a dû attendre, quelqu'un a dû prendre la décision, Gallimard dans ce sens-là, d'attendre à ce que cette littérature qu'il avait en tête, que cette maison d'édition avait en tête, parvienne à convaincre le lectorat que c'est la littérature, c'est cette littérature. Donc si on n'a pas le temps, s'ils font faillite avant, et les libraires, si les libraires laissent tomber avant, et s'ils n'ont pas la force de défendre ça aussi, eh bien on a plus de littérature. Le monde rêvé que vous me demandez de voir, c'est un monde où n'importe quel écrivain, où qu'il soit, puisse être capable de croire que la littérature ne se fait pas uniquement de choses aimables et que leur pire cauchemar peut trouver un lecteur parce qu'il s'agit de l'âme humaine. C'est la promesse de la littérature, c'est de nous révéler ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour faire comprendre à la population que l'âme humaine est beaucoup plus complexe que cette idée du bien que toutes sortes de gens nous proposent, que l'être humain n'est fait que de bien, que les religions et autres nous proposent. Et la littérature est fondamentale là-dessus. Et si il n'y a pas de libraire pour défendre ça, s'il n'y a pas d'éditeur, s'il n'y a pas une chaîne de littérature comme cela, cette personne-là penserait, se censurerait, finirait par écrire des livres qu'il pense qu'ils se vendraient. On n'aurait que des écrivains commerciaux.
Donc, le monde rêvé, c'est de permettre à ce que tous les individus, tous ces jeunes gens dans les sous-sols de leur maison qui rêvent à écrire, qu'ils puissent croire qu'ils ont le droit d'écrire, d'aller jusqu'au bout de la nuit. Chaque année, mon ami Pascal Asatiani fait un budget prévisionnel. Il étudie ce qui s'est passé, il fait des statistiques, vous n'avez pas d'idée. Chaque fois, il me les remet, il y a 30 ou 40 pages, et je les lui remets en disant, écoute, la littérature, c'est écrire, c'est vendre des prototypes. Tu feras toutes les statistiques que tu veux, ça devient imprévisible. Pourquoi est-ce que un des livres qu'on publie, moi je fais partie de la vieille génération des écrivains puisque j'ai commencé dans les années 60. J'ai eu certains bouquins qui ont eu un succès phénoménal et d'autres pas, d'autres moyens, mais c'était grâce aux enseignants, c'était grâce aux libraires, c'était grâce à la radio, à la télévision, mais aussi au fait qu'il y avait des gens pour défendre l'idée de la littérature. Si on détruit l'idée de la littérature pour la remplacer simplement par le commerce des livres, ça ne sert à rien, on ne va nulle part. Et je pense que de regarder le monde à travers les yeux des écrivains québécois est une des façons d'assurer une culture et une existence du Québec. Est-ce qu'il reste du temps, madame? Encore environ 5 minutes. 5 minutes? Ah, c'est bien. Vous avez mentionné, on sait que le prix, le livre numérique, on peut dire, l'approche du numérique influence beaucoup, est embryonnaire au Québec, mais sauf que dans certains États, c'est beaucoup plus élevé. Quel portrait dressez-vous du secteur du livre numérique au cours des prochaines années? Comment vous voyez l'évolution par rapport au numérique? Vous savez, le livre numérique fait partie de notre vie. Par exemple, au Boréal, à peu près tous les titres que nous publions paraissent simultanément en numérique. Aujourd'hui, ça ne représente quand même que 3,5% de nos ventes. Au Canada anglais, c'est déjà beaucoup plus. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est qu'une société qui a un bon réseau de librairies, eh ben, le lecteur trouve ce qu'il lui faut, pas loin, à proximité, il va voir les libraires, il a un certain choix. Quand vous trouvez aux États-Unis, au Canada anglais, en Angleterre, où il n'y a pas de libraire ou que des grandes surfaces, à ce moment-là, si vous voulez un livre un tout petit peu particulier, il faut que vous le commandez en numérique. Aux États-Unis, il y a quand même des intellectuels un peu partout. Ils ne trouvent pas dans leur ville, à moins qu'elle ait plus de 500 000 habitants, ils ne trouvent pas une librairie digne de ce nom. Donc le numérique a aussi un rapport. Le numérique progresse moins bien en Allemagne, progresse moins bien en France, parce qu'il y a des réseaux de librairies, livres physiques. Ceci dit, il y a aussi des gens, quand on part en voyage, quand on habite dans des endroits éloignés, quand on est francophone à Vancouver, peut-être que là, il y a des places pour le numérique, mais je ne pense pas que le numérique prendra une place tellement importante. Ça va progresser, on va peut-être arriver à 10%, 12%, ce qui est beaucoup, mais actuellement, je ne pense pas que ça va faire les performances dont j'entendais parler, qui faisaient que Costco aux États-Unis perdait 27% de ses ventes de livres. Merci. Nous allons du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de l'Acadie, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous entendre et j'ai un petit regret et je ne fais pas de reproche à personne, mais je pense que vous auriez dû être entendu plus tôt dans la journée ou enfin plus tôt dans cette commission parce que vous savez, à cette heure-ci, les heures de tombée sont passées puis il n'y a plus de journalistes qui écoutent, mais enfin, peut-être qu'il y en a qui vont écouter à travers la magie de la télévision, soit en direct ou en différé. Je trouve que c'est fort intéressant ce que vous nous dites et moi, personnellement, j'ai énormément d'inquiétudes par rapport à ce qui se passe dans tout ce chambardement là, avec la question du numérique et comment nos libraires indépendants, comment on peut assurer la survie de nos libraires indépendants et assurer aussi qu'ils continuent d'être ces guides et ces conseillers parce que on le vit à chaque fois qu'on rentre dans une petite librairie ou dans une grande librairie, on a toujours, si on demande un conseil, quelqu'un
pour nous conseiller, puis nous dire qu'est-ce qu'on peut rapporter, puis qui va nous donner beaucoup de plaisir et de bonheur. Le numérique, je pense qu'il est là et il va grandir. Personnellement, moi, maintenant, je lis tous mes journaux sur ma tablette, alors que j'aurais pensé que c'était inimaginable avant. J'avais besoin du contact avec le papier, puis le journal, puis les mains toutes noires. Puis mon conjoint disait toujours sauver un arbre, tuer un journaliste, là, quand j'avais avec le journal. Puis, bon, je pense qu'on va aller vers le numérique. Alors moi, j'espère que si jamais on arrive avec cette loi sur le prix unique, on dirait qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur la certitude qu'il va y avoir, que ça va permettre aux librairies indépendantes de survivre. On pense qu'on l'a, on pense qu'on... C'est peut-être la solution, mais on dirait qu'on n'arrive pas à dire, bon, ben c'est exactement ce geste-là qu'il faut poser. Et est-ce qu'il y a d'autres gestes qui devraient être accompagnés, ce geste-là, ou si ce geste-là est là pour une petite période, puis après, il faudra penser à autre chose. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. En fait, genre un plaidoyer du cœur où vous nous dites, écoutez, là, faites-le, là, parce qu'on va mourir, quelque chose du genre. Là. Oui, comme vous voulez, enfin, on va commencer par celui qui ne sait pas. Et moi, je pense que le livre est un objet plus moderne que le numérique. Je pense que si on regarde les choses là, physiquement, l'un à l'autre, j'ai l'impression souvent, je le dis souvent d'ailleurs, que devant l'échec dans certains endroits du numérique, c'est-à-dire tout ce qui est électronique finit par tomber en panne quelque part, on a fait cette découverte extraordinaire du papier, de ce livre qui peut être ouvert n'importe où, transporté, aussi petit que le livre numérique des fois. Et je trouve que visiblement, cette invention qui a traversé ces millénaires ne tombera pas. Et de toute façon, les humains ont l'habitude d'additionner ce qu'ils ont inventé au lieu de soustraire. C'est vrai qu'on a failli mourir sous le papier. Moi-même, j'avais proposé à la presse, aux journaux d'ailleurs, de vendre leurs cahiers par section, parce que moi, c'est 2 seulement que je prends, c'est le premier cahier, le cahier culture, le reste va directement à la poubelle. Alors, si je pouvais acheter ces 2 cahiers-là, ça me suffirait. Et d'autres personnes voudraient le cahier affaires, d'autres personnes achèteraient pour 20 sous le cahier sport. Donc ça veut dire que le papier, c'est vrai que tout ce qui est électronique nous a sauvés de l'impression qu'on a être noyé sous le papier. Et les sortir de notre maison constitue un travail particulier qu'on a remis aux enfants. Juste sortir ce tas de journaux, c'est vrai. Mais pour les livres qu'on a envie de lire, pour les livres qui nous touchent, pour les livres qu'on voudrait conserver, parce que la bibliothèque personnelle n'a pas toujours existé chez les gens. L'idée de conserver des livres chez soi, à la maison, je pense que ça restera, c'est une idée exceptionnelle, d'aller les voir, de les regarder, tomber spontanément sur le livre, et je pense que ça restera, et avec elle, la librairie. La librairie. Et je pense que c'est un service, le service de la librairie pour éliminer, parce que moi je crois que ça restera, et sera toujours dans une situation difficile, comme la vie de l'écrivain aussi, la vie économique, la situation économique de l'écrivain sera toujours un peu difficile, un bon coup et un coup pas bon. Je me souviens, et l'auteur du Matou, Beauchemin me disait, mais les gens disent que je suis millionnaire, mais ils n'ont pas vu tous les livres qui n'ont pas marché. Le Matou, ils n'ont pas vu, et moi ça me prend 7 ans chaque fois que je sors un livre, et donc j'ai déjà mangé l'argent du Matou de 20 fois. Donc la situation sera toujours précaire, on ne pourra jamais répondre à la question, voilà ce qu'il faut faire précisément pour que le milieu soit en santé brusquement. Et tout ce qu'on demande quelque part, c'est le choix de lecture, la qualité de la littérature, la qualité des livres, et que l'État puisse protéger cela. Parce qu'on ne peut pas faire tout seul, visiblement.
dans cette histoire-là, et sinon on sera avalé par le système économique marchand. Et si je peux être un tout petit peu plus terre à terre que mon ami Dany, je veux dire que par exemple, pour solidifier la librairie, on parlait tout à l'heure des peu de marge, mais s'il n'y avait, sur les 70 ou 73 millions des grandes surfaces, il n'y en avait même que 25%, ce qui n'est pas beaucoup. La madame de Costco disait 75% allait chez elle pour le prix, puis 25%, je ne savais pas pourquoi. Mettons, ces 25%-là se retrouveraient en librairie. Ça fait quand même 24 millions de dollars. Les libraires ont 40% de marge. Ça fait pas loin de 10 millions de marge, de marge nette, de marge brute, de profit brut. 10 millions, c'est comme... Vous savez, ce qu'il dit, c'est que la personne n'ira pas fera pas le transfert vers la librairie. Mais il y aura les achats spontanés. Il y a des... Mais ce que je veux entendre de vous, là, ce soir, c'est... faites-le, ce cri du cœur, là. Vous avez l'occasion de le faire. Vous êtes à la télé, là. Dites aux Québécois que c'est important, il faut le faire, ça passe par là. Madame Saint-Pierre, il est évident qu'on ne peut pas garantir où votre argent remis. La certitude, je vous admire de croire qu'il y a quelque part dans le monde des certitudes. Il n'y en a pas. Mais si le milieu du livre, dans son ensemble, à 95%, n'a trouvé, après avoir discuté pendant des mois et des années, que cette solution et qu'on vous demande de l'essayer et de la tenter pour la réussir, il me semble que ça mérite d'être essayé. Ça mérite d'être tenté. Ça n'est pas une certitude, mais il n'y a rien qui nous dit qu'un avion ne tombera pas sur la tête ici tout à l'heure. Il n'y a pas de certitude. Ce qu'il y a comme certitude, c'est que les librairies sont des lieux de liberté. Des lieux de liberté parce que c'est là où l'on peut acheter des livres qui secouent nos idées, c'est là où on peut acheter des livres qui nous permettent de regarder l'univers à travers les yeux d'un autre. Ce sont des lieux de liberté, et je peux vous garantir, même si j'en suis pas membre, que je ne pourrais pas imaginer que quelqu'un décrive Costco comme un lieu de liberté. Une librairie, c'est un endroit où il y a des conseillers, des libraires. Même les chaînes que vous connaissez ici au Québec achètent pour toutes les chaînes. Il y a quelques libraires qui achètent pour toutes les chaînes, mais si vous allez dans ces chaînes-là, vous avez de la difficulté à vous faire donner des conseils. Il n'y a pas beaucoup de libraires dans ces chaînes-là. Il y a quelque chose de clair. J'ai publié un livre cette année qui s'appelle « Journal d'un écrivain en pyjama ». Ce livre parle de livres, de littérature et raconte un peu les techniques d'écriture. Ce n'est pas le genre de livre qui se retrouve dans la liste des best-sellers. En effet, dans les grandes chaînes, il n'y était pas. Dans les librairies indépendantes, selon Le Devoir et Gaspard, il est resté 27 semaines. C'est-à-dire, j'ai bien vu que ce livre-là, qui pour moi était important, parce que je voulais, pour fêter mes 60 ans, un peu transmettre mes expériences en littérature et dire un peu ce que j'ai appris sur le tas aux jeunes gens. Donc c'est un livre qui était important pour moi. Je voulais qu'il soit lu. Et voilà que quand je passais dans les grandes chaînes, dans les grandes surfaces, je le voyais même pas. Et dans les grandes surfaces. Et là, chaque semaine, j'étais étonné de voir que c'était encore sur la liste des librairies indépendantes. Ça veut dire ceci, qu'il y a des gens dans ces librairies-là qui, chaque fois qu'ils voyaient un jeune homme, une jeune femme arriver, lui dit « J'ai un livre, vous voulez écrire ?» Il y a le livre, j'espère d'ailleurs c'est une pub, un livre n'est jamais fini. Et même à l'Assemblée nationale, on peut faire une pub. Et il lui dit, lisez ce livre-là, parce que je suis sûr que spontanément, on ne le prenait pas. Il a fallu aussi que des gens, quelqu'un, dise, lisez cela. Ça, c'est un cas avéré. C'est quelque chose qu'on peut voir tout simplement. Et 27 semaines, j'ai été très étonné. Et je remercie ces libraires ici présents de m'avoir soutenu depuis mon premier livre, « Comment faire l'amour avec un ex fatigué ».
On a parlé du titre qui marchait, mais ça n'avait pas marché au tout début. Les gens étaient frileux. Et quand ils ont vu que ce n'était pas des conseils réels, qu'ils allaient se fatiguer, ils ont été déçus. Il a fallu que les libraires disent « mais non, c'est un bon livre ». Et 28 ans plus tard, le livre est encore en librairie et je remercie ces libraires qui ont défendu la littérature pour ce livre qui aurait pu passer pour une publicité sexuelle, ce qui l'aurait fait rester pas plus de 5 semaines. Parce qu'une mauvaise rumeur tue en moins de 5 semaines. On dit le titre est bon, mais le livre n'est pas bon. Comme on le dit pour un film. C'est amusant comme titre, mais n'y allez pas, ça ne vaut pas la peine. 28 ans que les libraires me défendent. Voilà le cri de cœur que Mme Christine Saint-Pierre appelait de tous ses voeux. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure mon ami Jacques Godbout, il n'y a pas de certitude qu'une telle mesure donnerait des revenus énormes aux libraires. Mais il y a une certitude, c'est que si on ne la prend pas, cette mesure-là, ben les libraires ne sont plus là. Ça, c'est une certitude. Donc ça, c'est vraiment la meilleure étude de données que vous pouvez avoir. C'est celle qui existe actuellement, c'est ce qui se passe. Ben, si ça ne marche pas, on change. Il faut maintenant imaginer une petite ville sans librairie. J'étais à Zurich il y a quelques mois. Eh bien, la dernière librairie française a fermé à Zurich. Les gens avaient l'air d'avoir perdu un membre de leur famille. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas accepter qu'une grande ville aussi puissante économiquement puisse ne pas avoir une seule librairie en langue française, alors que l'une des langues de la Suisse, c'est le français. Vous ne pouvez pas savoir le sentiment qu'on peut avoir dans une petite ville et de voir une librairie fermée. Moi, quand je vais dans une petite ville, les 2 choses que je visite, c'est le cimetière et la librairie. Si on veut savoir exactement comment se comporte une ville, allez au cimetière pour savoir si les gens se marient entre eux, vous les voyez sur les tombes, hein, gagnant épouse gagnant. Et s'il n'y a pas de nom d'étranger, ça veut dire la ville est fermée. Et allez dans la librairie aussi pour savoir si la ville sait rire. Vous n'avez qu'à regarder les titres des livres. Si la ville sait réfléchir, ou bien si la ville se contente d'acheter de la papeterie. Donc une librairie dit beaucoup. Et si elle ferme, à mon avis, c'est le cœur d'une ville qui s'arrête. Dans le Québec des années 60, vous êtes tous trop jeunes pour vous en rappeler, mais dans le Québec des années 60, il y avait peu de librairies. Les librairies sont apparues les unes après les autres. Il y avait des villes où il n'y avait pas de librairie, ou alors, s'il y en avait une, elle vendait les meilleurs livres sous le comptoir, et pour le reste, des brosses à dents. C'est devenu un métier. C'est extraordinaire qu'en 50 ans, on a vu ce réseau se construire et pendant une trentaine d'années, vraiment nous servir. Alors, si vous pensez qu'il y a un moyen, pas une certitude, mais un moyen qui pourrait empêcher que cela soit détruit et que ce réseau disparaisse, prenons-le. Qu'est-ce qu'on risque? Se faire reprocher de ne pas être fidèle à la pensée économique de qui Dubuc, dans la presse. Merci. Nous allons maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition. Madame la députée de Montarville, c'est à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, messieurs. Merci pour votre mémoire. C'est intéressant de vous entendre et avec toute cette émotion, Monsieur Laferrière. Vous disiez, j'ai pris quelques notes, je vous écoutais, vous disiez la fixation du prix stabiliserait les choses et donnerait du temps pour trouver des mesures. Et parmi ces mesures-là, avec la fixation du prix, il y a cette fameuse fenêtre de 9 mois durant laquelle tout le monde vendrait au même prix, aurait le même rabais. Il faudrait attendre 9 mois pour avoir un rabais supplémentaire. Et la question, je vous la pose parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que le lecteur, lui, son budget d'achat de livres n'augmente pas nécessairement avec les taxes qui augmentent tout partout. Alors, est-ce que ce 9 mois, il est parfait, il pourrait être revu, il stimulerait les ventes auprès des consommateurs qui, eux, cherchent la bonne affaire? En fait, est-ce qu'on pourrait jouer sur ce 9 mois?
Le 9 mois est un consensus. Vous savez, vous avez entendu ici qu'il y a eu beaucoup de discussions. Il y en a qui étaient pour l'éternité, il y en a d'autres qui étaient pour 6 mois. Les gens sont entendus pour 9 mois. C'est une sorte de... C'est un hommage à la femme. c'est une sorte de consensus, mais l'important, c'est que la bataille se fait sur les nouveautés. Quand les livres faciles à vendre, c'est les nouveautés, c'est un best-seller qui arrive d'un auteur connu, c'est Dan Brown, c'est le 50 Shades of Grey. Et ces livres-là se vendent 3 mois, 6 mois, 9 mois, mais rarement plus. Donc c'est le fait que la librairie pourrait récupérer une partie de ces ventes-là. La durée de 9 mois est tout à fait acceptable. Vous me diriez 7 mois, 10 mois, tout ça est un peu effectivement arbitraire, mais le 9 mois me paraît un délai tout à fait acceptable pour stabiliser justement les achats. C'est raisonnable. Et encore une fois, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé ici du phénomène du livre de poche, mais on peut vivre sa vie intellectuelle en ne lisant que des livres de poche qui sont pour la plupart autour de $10 ou $12. Et les livres de poche, on ne les trouve pas dans les grandes surfaces. Et c'est quand même quelque chose d'important. On n'est pas forcé d'acheter Dan Brown dès qu'il paraît, après tout. On a oublié la révolution qu'avait apporté le livre de poche. C'était une bataille d'ailleurs, ce fut une terrible bataille. Et l'idée du livre de poche précisément, c'était de permettre aux jeunes gens de se procurer des livres. Et on attendait cela quand le livre sortait en poche. Oui, en général, il sort 9 mois après en poche d'ailleurs. Et les clubs du livre en France ont le droit de publier, comme les livres sont moins chers, les clubs de livres ne paraissent que 9 mois après l'édition originale. Donc il y a une sorte de courbe. 9 mois là pour arriver avec la sortie du livre de poche. Il y a un délai, par exemple, pour les films à l'affiche. Oui. Entre le moment où ils sont à l'affiche et en DVD, c'est un délai d'ajustement probablement du marché. Alors ça vient avec l'expérience. Nous, on pense que 9 mois, ça a de l'allure. Merci. Merci beaucoup. Il restait 2 minutes du côté du gouvernement. Je pense que monsieur le député de Saint-Hyacinthe, vous aviez une question. 2 minutes. Question-réponse. Merci, Mme la Présidente. Vous êtes généreuse. Vous avez parlé, M. Godbout, parlé des moyens à essayer, peu importe là, si on n'a pas une certitude, mais s'il y avait d'autres mesures alternatives qui pourraient aider à ce que le livre ait meilleure mine, on peut dire au Québec, qu'est-ce que vous pourriez suggérer, nous suggérer? Encourager la lecture, bordel. Il faut absolument pousser là-dessus. Ça n'a aucun sens, l'espèce de distance qu'il y a. Écoutez, les statistiques nous affirment que la moitié des Québécois sont incapables même de lire le texte sur c'est quoi? C'est sur des médicaments, sur des boîtes de conserve. C'est leur test. Bon, si la moitié des Québécois ne savent pas lire, décoder, on a un problème. Bon, il y a ceux-là à alphabétiser, mais ceux qui savent lire déjà, il faut leur offrir des livres partout, et non pas seulement dans les grandes surfaces. Il faut qu'il y ait un minimum de conseils. C'est évident. Moi, j'ai appris à lire, autrement qu'à l'école, là, bien sûr, par le livre de poche. C'est par ça que je suis rentré. J'ai eu la chance, à 16 ans, que le livre de poche est apparu. Et il apparaissait donc à des prix raisonnables pour un étudiant. Et après, les livres de poche, on passe à autre chose. La plupart des livres de Dany ou des miens sont en livre de poche, pour ceux qui sont deuxième publicité, pour ceux que ça intéresse. Et Boréal publie dans une collection compacte des livres qui ont eu du succès, ou même des fois qui n'en ont pas eu beaucoup, en livre de poche. Au bout de quoi? 1 an et demi? 9 mois. 9 mois. On va regarder les 9 mois. Mais quand on parle beaucoup de l'argent qui est important et qui permettrait aux libraires de souffler sans vraiment dire qu'est-ce qui va faire que la librairie s'envole, que tout soit florissant. On ne peut pas. Tout a été dit là. Mais à chaque fois, dans tous ces débats-là, je pense à la poésie, pour dire le mot qu'il ne fallait pas dire. La poésie, qui a besoin de nous et qu'on ne trouve nulle part que chez les libraires
et qui défendent cette manière d'être qui fut la nôtre pendant si longtemps et qui a permis de révéler l'âme québécoise. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Donc, la commission ajourne ses travaux jusqu'au jeudi 19 septembre 2013, après les affaires courantes. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de soirée.